il nous parle de sécurité, de nourriture. Quel mensonge! À quoi sert la sécurité dans la peur, dans la séquestration? Est-ce que la sécurité peut exister s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de dignité et de liberté? Quelle sécurité? Il nous maltraite physiquement et moralement. Il prétend remplacer nos parents, mais il nous crache sur le visage. Il tire sur nous comme sur du bétail. Il nous laisse mourir dans la Méditerranée. Toutes ces pensées me rendent furieux. Le départ. Les gens de Fakoli, les gens de Moussa Diatta, les gens de Suleiman, coulent le Gabou. Tout le monde en rang. Sans attendre, on se met en mode traversée. Une culotte qui ne porte aucun objet pointu. Pas de chaussures, pas de pull, pas de bague, pas de bracelet. Ceux qui ne sont pas choisis deviennent fous. Les coups de fusil dispersent ceux qui assistent à la scène. On dirait dans un film de Rambo. Salah et sa bande servent de cortège. Ils sont tous armés de Kalachnikov. Dans un mouvement d'ensemble, nous nous levons comme des militaires dans un camp de formation académique. Dans la foule, une chanson s'élève. Puissance, Salah puissance, Akande 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 puissance. Nous sommes contents. Nous ne pensons qu'à l'Italie, au grand bateau, au café de la fraternité européenne, aux infrastructures, aux femmes et aux hommes blancs. Le capitaine et son guide de boussole embarquent. Ensuite, on y va par groupe de 10. Nous sommes 131 passagers dans une pirogue pour 110 personnes. À l'intérieur de la pirogue, il y a des planches qui sont liées à la pirogue par des vis de gros calibre. Ces vis sont très longues. Je suis forcé de m'asseoir dessus. Le capitaine démarre et en réalité, je ne sais pas ce qu'il suit ce départ, car toute mon attention est attirée par les conditions d'embarquement dans la pirogue. Je sens l'enfer sous mes fesses. Nous sommes assis, serrés comme des sardines en boîte. Urine, vomissements et excréments sont déversés directement dans la pirogue. Malgré cette odeur insoutenable, personne ne se plaint. L'essence déversée dans la pirogue se mélange à l'eau de mer pour devenir un acide brûlant. Cet acide nous gomme. Il est formellement interdit de crier. Ceux qui se plaignent reçoivent des coups jusqu'à ce qu'ils se taisent. La vis sur laquelle je suis assis a fini par percer ma culotte. Entre mes cuisses, c'est tout le feu de l'enfer qui s'accumule. Il m'arrive des fois de crier fort, car je ne tiens plus. Et je continue à crier, malgré les coups que je reçois. Certains me lancent des injures. C'est un vaurien, un salaud, un faible. Va te faire foutre. Je serre mes dents. Je les enfonce dans mes lèvres. Au fond de moi, je prie Dieu de mettre fin aux douleurs, quelle que soit la manière. Je pleure et je ne suis pas le seul. Ceux qui sont sur les bords nous disent qu'ils voient les feux rouges de la Tunisie. Calabouche. 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 La prison. Sans savoir ce qui nous attend, je suis heureux. Enfin, je vais pouvoir me soulever hors de la vis.
C'est l'armée maritime qui nous a débarqués. Notre soleil. La vie dans la prison libyennes. Dans cette prison de Zawiya 4, je repensais à ce que Bali m'avait raconté sur la prison de Bruxelles. L'histoire des journalistes, j'ai vécu presque la même chose dans cette prison. Des visiteurs vont venir. Si vous acceptez de coopérer, vous préférez la mort sous les coups de fouet. Il faut parler des biens de nous. Et si vous faites ça, nous vous offrons des plats bien garnis de viande. Sinon, vous connaissez la sentence. Acceptez de parler bien ou mourir sous les coups de fouet. Parmi les visiteurs, l'un porte le gilet de l'OIM, un autre celui de l'UNICEF. Un autre encore se dit écrivain. Et le dernier tient une caméra et nous filme. Deux de nos amis se lèvent. Mes amis, si vous acceptez de mentir en leur faveur par peur de mourir, nous sommes déjà morts. Nous vivons dans cette prison depuis 8 mois. Je sais que vous êtes à la recherche des réalités de cette prison. Alors, les visiteurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Car après votre départ, je ne vais plus vivre. Messieurs, cette prison, c'est l'enfer. Ceux qui ont été violés et torturés sont tous cachés dehors dans la petite salle. Les geôliers sont des diables cruels. Ils encouragent eux-mêmes la migration en accord avec les anti-migrants. Ils se servent des cocktails pour organiser des lancements et récupérer les matériels quand ils prennent les migrants sur la mer. Bref, regardez dans leurs grands magasins de stockage. Ils vendent tout ce que vous leur donnez. Si vous tenez à notre vie, faites-nous sortir. Et voici la réponse des visiteurs. Merci pour votre collaboration. Nous allons faire en sorte que l'info passe. Bali est furieux contre ses visiteurs, car c'est à cause d'eux ses amis ont été punis. Depuis ce jour, il ne les a jamais revus. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que pas. Bruxelles. Bien plus tard, j'arrive enfin à Bruxelles. Ici aussi, malgré toutes nos souffrances passées, on nous accueille dans une sorte de vie qui ressemble à une prison légalisée. Nous vivons dans les centres où tous nos faits sont notés. Une vraie vie de prison qu'on appelle centre fermé pour éviter de dire prison. Ce nom semble être choquant dans les oreilles des gens, même si en réalité, certains centres sont pires que certaines prisons. Nuit et jour, ce sont des insomnies, des soucis, des chagrins, la peur. L'espoir de retrouver un jour la clé de notre Père fait de nous des esclaves inséparables de cette vie de merde. On continue toujours à rêver. Est-ce qu'elle existe, cette liberté, après l'obtention de cette identité européenne? Je pense aux parents, aux amis qui sont en Afrique. Je me demande ce que je vais devenir. Si je savais. Intervention émouvante de Frank Rouma. C'est bien sûr un extrait de son livre qu'il a écrit, c'est son récit.
paru, il vous l'a dit, aux éditions Samsa, et coécrit avec Sandra Racco, qui est là aujourd'hui aussi, et qui a beaucoup travaillé sur ce travail d'aujourd'hui. Qu'elle en soit vraiment remerciée, parce que je sais qu'elle a beaucoup à faire, et que l'histoire entre Fran et Sandra est importante, comme l'histoire entre Fran et ici, Fran et Kak. Nous savons, parce qu'on ne parle pas beaucoup de Driss qui est là, mais il est très précieux, ce collectif de comédiens néerlandophones qui a accueilli Fran. Et c'est grâce à Sandra que le hasard a fait que j'ai pu croiser Fran. Mon nom est David Michels, et on m'a demandé d'animer un peu le débat. Donc ce que je vous demanderai, si vous voulez bien, c'est que toutes et tous vous posiez une question. Bonne chance. C'est pas simple, hein. Donc pensez un peu à chacun et chacune la question que vous voudriez poser à Fran. S'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, je vais essayer, moi, de poser des questions à Fran aussi. C'est la première fois qu'on se retrouve comme ça. On s'est croisés, évidemment. J'ai eu la chance de lire son livre. Mais voilà, on n'est pas non plus super proches. Mais enfin, on se connaît, on parle de mentir, on se connaît, on s'est vu. Mais voilà, donc n'hésitez pas. J'ai envie de commencer par une femme. Est-ce qu'une femme, d'abord, parce qu'on est aux femmes quand même, s'il vous plaît. Quelle est la première femme qui a envie de poser une question à Fran? Vous, dites-moi, oui, oui. Si vous, je me permets, si vous ne parlez pas assez fort, je l'entendrai, je me permettrai de répéter chaque fois la question pour que tout le monde puisse l'entendre. Je n'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendez. Je voudrais demander à Fran, est-ce que je sens en sécurité maintenant? Est-ce que tu es en sécurité maintenant à Bruxelles? Avec les belles rencontres, je crois que je suis en sécurité. Et je sais, parce qu'il n'y a pas que la richesse financière qui compte. La ressource humaine est très importante. Et vu que je suis bien encadré aujourd'hui, j'ai ma famille, j'ai des amis, il a cité Kak, déjà Esther est là, il y a Boussra, il y a Sandra, surtout qui continue, qui est devenue une sœur, et d'ailleurs même la marraine de mon deuxième enfant. Donc, et il y a Anne qui est tout le temps prête à m'accueillir et aussi à me donner des bons conseils. David Moussef également, et tant d'autres personnes qui ne sont pas là. Moi, je crois que ça, c'est une sécurité pour moi, franchement. Et si je peux me permettre, si Fran a la chance, et je crois que c'est vrai, de susciter des amitiés et un intérêt, entre nous, moi je trouve que c'est quelqu'un qui rayonne, voilà, qui je crois suscite le fait qu'on ait envie d'eux. C'est mon avis, on ne se connaît pas super bien, mais j'ai dit, voilà quelqu'un, voilà. Autre question. Oui? J'aimerais savoir, dans cet univers de maltraitance extrême, qu'est-ce qui fait que le lendemain tu te réveilles et tu espères? Qu'est-ce qui fait que tu crois à quelque chose de mieux, en fait, à ce moment-là? Et merci, c'est gentil. En fait, tout le monde a bien entendu la question? Oui. Okay. Par rapport à cette question, on me l'a souvent posée, mais moi je crois que il ne faut pas à un moment donné avoir cette pensée malgré notre vécu, notre passé, et surtout que je suis un père de famille, j'ai envie franchement de partager du bien, du positif avec mes enfants. Et du coup, ce que j'ai vécu, ça me sert d'expérience. Bien sûr, je veux tout le temps partager mon expérience, mais par contre, dans l'éducation de mes enfants, ils ont droit à autre chose, mais pas à ce que moi j'ai vécu. Et ensuite, j'ai des amis aussi qui continuent vraiment à jouer un rôle fondamental dans ma vie. Et pendant, ça c'est ici, pendant que j'étais là-bas, ça c'est la parole de ma maman, que chaque jour, il faut espérer que demain, ce serait un jour meilleur que ce qui est passé ou bien ce qui est en train d'encours. Donc je pense qu'avec tout ça, je ne dis pas j'ai oublié, mais franchement, au fur et à mesure de parler, de rencontrer les gens, et franchement, ça a été vraiment thérapeutique pour moi. Et je commence à laisser déjà tout ce qui m'est arrivé avant. Et surtout, ce qui est très important dans ça, les Libyens, ce n'est pas tous les Libyens qui nous ont fait cela. C'est une minorité qui exploite, qui fait du mal. Donc, ce que moi, j'aime pas,
qu'on puisse dire dans nos langages, tous les Africains ne sont pas bons, tous les Européens ne sont pas bons, tous les Libyens ne sont pas bons. J'ai été toujours contre cela. C'est la personne ou le groupe de personnes qui t'ont fait du mal, parlez-en de ceci, mais pas globaliser. Donc c'est ça un peu ma source d'inspiration et même d'espoir. Il y avait une autre question au fond aussi, j'ai vu. C'est pas une question, c'est plus une information. Enfin, je veux juste te remercier pour ton partage d'informations parce que j'avais entendu parler de ça sur internet, mais on ne sait pas faire la part du vrai et du faux. Et là, grâce à ton témoignage, ça m'a ouvert l'esprit parce que je ne pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que comme on est en sécurité, on n'a pas la vision de ces choses. Et je te juste te remercier pour ça. Voilà. Merci. Merci. Oui, j'ai une série de questions. Une série de questions. Mon Dieu. Bon, préparez-vous. Non, la première question, c'est qu'au début de l'extrait que tu disais, tu philosophes un petit peu sur la liberté, cette quête de la liberté, et je me posais la question, est-ce que tu as trouvé cette liberté à laquelle tu cherchais? Donc ça, c'est la question. La deuxième, c'est si tu aurais pu passer un message à toi avant de commencer cette journée, quel message tu aurais passé? Et l'autre, c'est quel message tu aimerais aussi passer aux gens qui s'apprêtent à débuter une journée comme la tienne? Journée, je comprends. Tout trajet. Tout trajet. Parce que c'est une très belle question. Ouais, d'abord, je vais commencer par cette liberté. Je crois qu'il n'y a pas que le papier qui définit la liberté des migrants en Europe. Il n'y a pas que ce papier. Je l'ai toujours dit, ça a été toujours mon intention, parce que maman m'a dit, cet enfant paresseux, ce fils paresseux, je préfère le jeter dans la poubelle. Parce que ta première liberté, c'est quand tu travailles pour toi-même, avec ta sueur, c'est ça ta première liberté. Donc, avant même l'obtention de tes papiers, il y a des séries de boulots auxquels je me suis engagé, j'ai toujours travaillé pour obtenir avec ma propre sueur, parce que pour moi c'était la première, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ma première liberté c'est de trouver un travail digne. Et c'est ça aujourd'hui. C'est mon objectif. Vivre aux dépens du CPS ou bien vivre aux dépens d'une entité donnée avec le contribuable. Pour moi, ce n'est pas toujours être libre. Donc du coup, pour répondre à votre question, cette liberté, je suis encore à la recherche de cette liberté, cette fois-ci totale, pour ma personne, pour ma petite famille. Par rapport à la question, peut-être avec le français, quelqu'un peut me décortiquer un peu comme oui. ça. Alors, je vais essayer. Donc en fait, quel conseil tu donnerais, si j'ai bien compris, vous me direz, à Fran, il y a quelques années, le deuxième Fran qui quelque part veut faire le voyage, il est obligé de faire le voyage. C'est pas une volonté, hein. C'est une obligation. Il faut quand même bien le savoir. Je crois qu'on ne quitte pas sa vie, sa famille, son village par envie. C'est une obligation. Quel conseil tu lui donnerais? Et puis, quel message, si j'ai bien compris, vous me dites là, tu as envie de transmettre aux frères en Afrique, comme peut-être un message à ceux qui sont en Europe, mais surtout, je crois, en premier temps, à ceux qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ok, à toi, et puis les frères. Super, je comprends. Le premier message, en fait, moi, la réponse, je ne l'ai pas eue quand j'étais en Afrique. D'abord, s'il faut voyager, s'il faut migrer d'un point A vers un point B, il faut vraiment se renseigner. Il y a ces réponses, je ne l'ai eu qu'en cours de route. Par exemple, quand je parle de la Libye, avec toutes ces séquestrations, ces pratiques inhumaines, de l'esclavage, tout au XXIe siècle, je n'y m'attendais pas. Bien sûr, il vient de le dire, j'étais obligé de quitter. Ce n'est pas parce que j'avais envie, mais j'étais obligé de quitter. Et dans cette obligation-là, en fait, je me suis retrouvé dans des endroits où je n'y pensais pas du tout. Donc, bref, c'est que le message, c'est très difficile. Peut-être même la réponse de cette question-là se trouve dans la deuxième question.
parce que ce que j'aurais envie de dire à ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici, deux choses. D'abord, ce livre, c'est pour répondre à ces deux groupes de personnes. Ceux qui sont en Afrique, quand j'ai écrit ce livre-là, et les gens m'ont vu sur les médias, j'ai été beaucoup dénigré. Beaucoup m'ont insulté, m'ont dit tu es méchant, tu es arrivé là, tout va bien, on te voit sur les médias, et voilà, tout va bien avec toi. Je les ai dit, j'essaie de partager le message, comme je l'ai vécu, sans censure. Donc, pour que vous attendiez ce qui est devant, si vraiment vous voulez emprunter cette voie, parce qu'il y a plusieurs façons de venir en Europe. Par exemple, ceux qui ont eu la chance de venir avec les bourses d'études ont leur intégration plus facile par rapport à ceux qui sont venus clandestinement pour réorganiser leur vie. Parce que quand on n'a pas les papiers en Europe, vous descendez au plus bas niveau de la vie. On a l'habitude de dire, même le chien de blanche est plus considéré que quelqu'un qui a le papier. Donc ça, c'est la première réponse que j'aurais donnée à ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont ici, c'est d'ailleurs même ce qui m'a animé. Un jour, j'étais au Petit Château, les gens prétendaient qu'ils prennent des petits bateaux facilement. Ils rentrent dans notre pays, ils profitent de nos biens. Je voudrais passer aussi un message à ces gens-là. Il faudrait vraiment qu'ils se rendent compte, à travers ce livre et à travers d'autres, même s'ils ne changent pas, mais qu'ils comprennent quand même la situation des gens avant de venir en Europe et leur intention. Et tout le monde ne vient pas aussi pour profiter, comme ils le pensent, de cette vie. Mais quelle vie d'ailleurs? C'est ça aussi. Donc je pense que j'ai touché aux deux questions. Je crois. C'est à vous à nous répondre, mais oui, je crois que oui. J'espère qu'il y a encore d'autres questions. Oui, Madame dit, elle a des séries de questions. Ah, oui, Mais il y en a déjà eu 3, hein, donc, mais s'il y en a d'autres... Je vais revenir après. C'est tout. Non, mais pas ça. Alors, c'est pour vous. Oui, t'as aussi, maintenant avec ta réponse, tu as parlé du manque d'information qu'il y a en Afrique, dans les villages, qui ne savent pas peut-être les périls de ces journées, de comment ça se passe, et que l'une des missions de ton livre, c'est aussi d'informer. Et est-ce que tu trouves que même de nos jours, avec la technologie, le WhatsApp, les téléphones qui sont disponibles partout, qu'il y a plus, même pendant le voyage, pour prendre des photos, parler avec la famille peut-être, même avec cette technologie qui est disponible, le message sur les périls de cette journée n'arrive toujours pas à d'autres gens en Afrique? Quel est le problème? Le problème, il y a trop de maquillage, que ce soit sur les médias et même les personnes qui migrent aussi, parce qu'il faut dire la vérité. Je prends un exemple. Un jour, parce qu'en ce moment j'étais sans abri, on dormait, on n'avait pas de situation fixe, donc nous étions sous les tunnels à la gare de Midi, de l'autre côté là on prend le tram 82. Nous étions couchés notamment, et il y avait un frère à côté, paf, je dis frère, il est électrique, Électricien. Oui. Et du coup, il a pris le téléphone, c'était une personne qui l'avait appelé par vidéo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien arrangé ça. Voilà, il n'a pas envie que cette personne la chasse. Comment il vit? Et il dit, ouais, je suis dans ma chambre comme ça, tout va bien, des trucs comme ça. Parce qu'il y a aussi ce... Parce que c'est vrai que nous avons migré, il y a beaucoup qui transmettent aussi des messages qui ne sont pas du tout vrais et qui jouent beaucoup dans c'est-à-dire qui encouragent d'autres aussi à migrer. Parce qu'ils pensent que tout est clair. Et pourtant, ce ne sont pas ces trains, ces immeubles. On parle de euros, c'est très cher chez nous avec la monnaie, mais il faut se rendre compte comment avoir 10 euros, combien de fois on va travailler. Donc il faut réfléchir par rapport à ça. Donc il y a cette volonté-là, beaucoup ne disent pas la vérité. Et aussi sur les médias, on a, par exemple, moi quand j'étais en Afrique, honnêtement il faut le dire, on sent que les droits de l'homme sont respectés en Europe à 100%. Je me suis rendu compte la première fois quand j'étais dans le tram, 51, en quittant au Petit Château, une demoiselle était assise. Quand une vieille dame est rentrée dans le tram, elle s'est levée pour céder la place. La dame a dit, madame, nous ne voulons pas que vous nous cédiez la place. Nous voulons que vous quittiez dans notre pays, car le malheur de notre pays, c'est vous. Honnêtement, je n'en voulais pas cette dame. Parce que tout le monde a rigolé autour. J'en voulais à ceux qui ont rigolé. Il y en a qui extériorisent leur haine face aux migrants, face aux noirs. Mais il y en a qui ont une haine viscérale et
à cause de droits et tout, ils ne le disent pas. Et puis après, on dit à la fille, mais appelez la police. Elle va appeler la police, elle n'a pas de papier, elle n'a rien, elle vit dans une situation irrégulière. Ce sont eux qui ont rigolé, ce sont eux qui devraient répondre, cette vieille dame-là. Donc j'en voulais à ceci. Voilà des choses comme ça qu'on ne s'attend pas du tout, qu'on n'est pas du tout informé sur les médias. Il y a des maquillages. Et souvent, quand les conférenciers de l'Europe partent en Afrique, ils font des conférences bidons. Ils expliquent de tout pour montrer toujours la supériorité et tout ce qui s'ensuit et que tout se passe bien. Donc, manque d'informations dans les deux sens ou bien maquillage des informations dans les deux sens, c'est ce qui fait que les gens continuent à venir. Je peux te poser une question. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Je reviens vers toi après. Mais une question. Par rapport à la question de madame, est-ce que les infos qui arrivent, par exemple en Guinée ou en Érythrée, que je connais un peu aussi, est-ce que le gouvernement coupe des choses, interdit des infos? Est-ce que dans Facebook, il y a des choses que l'État supprime ou pas? Non, c'est pour... Est-ce qu'il y a une censure de l'État? Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de censure, parce que là, c'est direct. Ça se passe. Mais le problème, c'est ce qui fait que les gens n'en croient pas. Parce que ceux qui même vivent cette situation-là refusent de communiquer comme je l'ai fait. Par exemple, moi, on me considère, il y a beaucoup qui m'appellent que je suis un traître. Je suis dans la belle vie. J'essaie de leur décourager. Donc, il y a ça. Mais si vraiment les gens communiquent comme il le faut par rapport à leur situation, ben, tout le monde n'a pas envie. Hein, parce que je connais certains amis qui me disent, man, il ne faut pas raconter tout ça. Parce que ça serait abaissé. Donc, il y a tout ce problème. Il y avait une main qui s'est levée là-bas à l'arrière. Je voulais poser une question, même si je crois que là déjà je vous entends pas bien, monsieur Madon. Je dis que je vais poser une question d'une autre manière. Je crois que la question a déjà été répondue, mais pas suffisamment claire pour moi. Il y a en tout cas un angle dans lequel qui m'intéresse, et c'est que quand on est en difficulté, quand on a des souffrances, des traumatismes, des maltraitances, je pense que l'une de premières choses, c'est la légitimation et la reconnaissance de la personne. Et la première question que je pose, est-ce que pensez-vous que votre souffrance a été légitimée, ça veut dire a été reconnue, ça veut dire que vous avez été considéré en tant qu'être humain dans votre souffrance et qu'on a compris votre souffrance? Ça, c'est la première question. Et ça me paraît extrêmement important, car si on ne légitime pas la souffrance de quelqu'un, on n'est plus avec humain. Et la deuxième question, c'est dans ces traumatismes que vous décrivez, dans ces événements qui sont très traumatiques, et il y en a de plusieurs sortes. J'espère qu'après cet événement, vous allez pousser ma porte derrière laquelle il y a du soleil. Du soleil comme l'autre soleil. Merci. Fran, je crois que tu as le droit de t'asseoir. Oh, ouais. Bonsoir à tous. Tu me suis là. Mais je vais plus grand que toi, là. Ah ben, c'est la première fois que je suis arrivé en Belgique ici, parce que je suis passé par l'Italie, après la France et ici, à l'Office des étrangers. J'étais en face de l'agent et j'ai raconté mon histoire. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, monsieur, on n'en a rien à foutre de tout ce que vous avez vécu en Libye et tout. Nous, on n'a rien à foutre de tout ça. Tout ce qu'on veut savoir, pourquoi vous avez quitté dans votre pays.
je me suis dit, j'ai directement la suivre. Parce que comment est-ce qu'on peut se permettre, après tout ce que je l'ai raconté, qu'on n'a rien à foutre, et puis après on me pose la question sur pourquoi j'ai quitté en Guinée. Donc moi je dis que c'est ce que j'ai dit devant le ministre en charge de la migration actuelle. Des fois, il maquille, on fait ceci, on fait cela, on était en plein débat. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, désolé, mais ce que vous dites sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Moi, quand on me dit au petit château, on vient me fouiller derrière, on n'épapouille tous mes bagages, et puis on sort. Il dit, mais madame, pourquoi vous faites ça? On dit, c'est le règlement. Il dit, mais madame, quand je suis venu au petit château, j'ai lu le manuel, les règlements intérieurs du petit château. Ça ne figure en aucun cas que vous pouvez venir fouiller les gens. Monsieur, on n'a rien à foutre. Si vous ne voulez pas, retournez chez vous. C'est ça la loi ici. Je dis, vous pensez que nous sommes 20 dans un appartement. Il y a même des fous dans les mêmes appartements. Des fois au petit château ici, il y a des gens qui urinent partout, qui vomissent partout. On a cette pratique-là. J'ai dit, monsieur le ministre, désolé, mais ce que vous dites et ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait différent. Pour aller un peu plus loin aussi, au Parlement bruxellois, on parlait d'un thème par rapport à la tolérance. Ce jour-là, Sandra était là. D'après un député, la tolérance, accepter quelqu'un, même si vous ne l'approchez pas. Donc, pour répondre à l'une de vos questions, si vous acceptez quelqu'un, si Globalement, de Globalement, ne m'avait pas accepté ce jour-là et m'approcher et m'écouter qu'il y ait vraiment des rencontres, des disputes entre nous, est-ce qu'elle allait découvrir mon problème? Et c'est ça aussi le problème ici. Quand on est sans papier, sans abri, et surtout noir, ça s'est compris. La distanciation totale, ça s'appelle quelle tolérance? Moi, je pense que la définition de la tolérance est surtout par là. Et par rapport aux services aussi, si vraiment il y a des services, comme par exemple globalement, il y a des SBL qui s'occupent des gens, qui vont à l'encontre jusqu'à ce que tu poses des questions et t'aider aussi vraiment à t'en sortir dans beaucoup de choses qui sont vraiment sociales, qui sont très importantes. Mais vraiment, il ne faut pas compter sur ceux qui sont surtout dans les centres, parce que eux, on dirait qu'ils sont préparés, quoi. On dirait vraiment qu'on les a préparés, on dit ça, faites ça, et ça se limite là. Donc, si vous dites vraiment qu'il y a un traitement, il y a... Même les psychologues, les psy qui viennent là-bas, ils vont te faire beaucoup parler, ils savent le problème, ils vont tourner autour. C'est pourquoi je n'ai jamais eu de psy. Moi, les psychologues que j'ai eus, d'abord ma maman au pays, quand j'ai un problème, je l'appelle. Et la deuxième, c'est la meilleure des psychologues. La deuxième, c'est ma femme. Elle sait, elle connaît les traces, les cauchemars que je fais, tout. Et les amis, Sandra et d'autres aussi. Et ton livre? Qui m'ont beaucoup aidé. Et mon livre. livre. Donc, pour répondre brièvement, parce que le temps nous est compté, il nous reste 4 minutes, monsieur parlait aussi du traumatisme. Si tu veux répondre très rapidement, quel est le traumatisme qui te reste le plus fort et est-ce qu'on a pu t'aider pour réduire ce traumatisme ou pas? Brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les amis m'aident beaucoup. Je l'ai dit, ma femme aussi, ma maman qui continue chaque fois quand il y a des problèmes. Mais je fais toujours des cauchemars. Et ça me vient chaque fois. C'est pourquoi ma femme n'aime pas être là, parce qu'elle me dit à chaque fois que je viens parler, les nuits qui suivent, des fois je parle, je crie, des fois je me lève en sursaut, donc ça la dérange beaucoup. Donc ça me reste. Encore une ou deux questions? Quelqu'un? Oula mon Dieu, tout d'un coup ça se réveille. Je veux juste oui. Juste un petit truc, c'est pas une question, c'est juste de dire par rapport au trauma et tout ça. Ça Il y a quand même juste un petit truc qui est super important, c'est que Fran nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu tout ça et qui ne le disent pas. Et je crois que le trauma est fort important là-dedans et qu'il y a quelque chose qu'on appelle le déni, qui est fort important. Et je sais qu'en travaillant sur le texte et en travaillant sur cette lecture et tout ça, c'est quelque chose que tu as dû dépasser, mais qui au final te fait du bien. Mais je veux juste dire ça, c'est que le fait d'écrire a été un geste important pour dépasser ça et pour soit tu l'oublies, tu le mets dans un coffre et ça fait plus mal sur la longueur, soit tu le travailles et c'est ce que tu as fait. Et ça rejoint ton discours sur la sueur et le travail et voilà.
Mais je crois que c'est tout à fait, il me semble que c'est tout à fait exact. En psychologie, on dit que lorsqu'on est victime d'un traumatisme, d'une douleur terrible ou d'un deuil, plus le nombre de fois dont on en parle, plus on diminue l'impact douloureux. C'est important de le savoir. Quand vous racontez une histoire douloureuse, plus vous la faites, plus vous diminuez l'impact. Ça ne se réduit pas, ça ne s'annule pas, mais on peut en parler mieux. Encore une question, il y avait une dame là. C'est assez drôle parce qu'en fait, vous deux, vous avez plus ou moins répondu à la question que je voulais poser. Mais tout d'abord, je voulais exprimer toute mon admiration et mon respect pour la façon dont vous écrivez, vous parlez. Et ça m'inspire fort. Je suis sans papier, mais j'ai du mal à parler. Et en fait, ça m'inspire. Et je vous remercie beaucoup. Et je pense que c'est très important que ce sont des histoires qui sont racontées par les gens qui l'ont expérimenté. On en a marre d'écouter des gens qui parlent pour nous. Et en fait, j'espère vraiment que ce livre va être lu par beaucoup de monde pour qu'ils savent traverser un peu cette expérience au moins par le livre. Mais ma question, du coup, c'était comment était le processus? Parce que moi, je n'ai pas toujours le courage d'en parler de mon expérience, mais ici, je vois tellement de courage avec beaucoup de sincérité. Mais est-ce que ce n'était pas douloureux ou est-ce que c'était plutôt libérateur? Le processus, est-ce qu'il était douloureux? Est-ce que c'était compliqué? Le fait d'écrire le livre? D'écrire le livre, de parcourir à nouveau tout ça, ouais. Écrire, c'était vraiment thérapeute pour moi, quand j'étais au centre et quand je suis devenu sans-abri. J'ai écrit tout ça sur mon livre, les 800 pages, c'était sur mon téléphone, c'était mon seul compagnon. Et donc, au fur et à mesure que je couchais, comme j'aimais souvent dire, je poussais les idées dans mon téléphone, les choses m'échappaient, et surtout les stress quotidiens de la procédure de demande d'asile, de cette vie aussi, tout ça, ça m'échappait. Ce qui a été très dur pour moi, et la seule personne qui a vraiment remarqué ça, c'est Sandra, quand on a commencé de travailler sur l'adaptation. À un moment donné, même elle, non, vraiment, j'ai du respect pour cette femme. Elle a beaucoup accepté beaucoup de mes... D'autres femmes aussi. Non, toutes les femmes. Les femmes ont joué un rôle incontournable dans ma vie, franchement. Ma maman, Sandra, Anne, mon épouse surtout. Franchement, ça continue encore. Toutes mes belles relations, Valérie Cornelis qui continue aussi. Et grâce à elle, je suis passé dans plusieurs télé. Donc, je dois beaucoup. Et ma maman m'a dit, pour terminer, la vie d'un homme, on le dit souvent, chez nous les Malinqués, c'est sous les pieds de sa maman. Si tel est le cas, respecte toutes les mamans, toutes les femmes du monde, pour que tu aies ma bénédiction. Quelle belle parole de clôture, non? C'est un exercice qui est difficile. Je sais que, j'espère que Fran bientôt publiera la suite de son livre. D'ici là, le livre est toujours en vente. Il y a des exemplaires là, il serait ravi de les dédicacer. Je crois que le bar est ouvert. Comme ça, vous pourrez en toute intimité poser des questions à Fran, à Sandra. Merci beaucoup à toute l'équipe de Globe Aroma, qui est quand même le point de départ de beaucoup de choses. Alors, je ne connais pas tout le monde, mais je sais que vous avez été très important dans la vie de Fran, c'est ce que j'ai appris il y a peu de temps. Parlez de ce livre, lisez-le, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance de le lire. Voilà, lisez-le et parlez-en autour de vous, parlez-en sur Facebook, parlez-en dans tous les réseaux. Notre Soleil, Fran Kuruma, Sandra Racco, aux éditions Samsa, les livres sont là, parlez-en. Voilà. Je me dis que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés. Merci pour votre présence et merci.